Radio Rec, Radio Rec. It's on air. Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Hugo. Bonsoir à tous, à toutes, pardon. Bienvenue sur Radio Rec pour ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Ce soir, ce n'est pas Nicolas qui présente, c'est bien moi, Hugo, qui prend le relais, qui reprend le micro de la présentation. Et avec moi, ce soir, Marc, toujours fidèle au poste. Bonsoir. Bonsoir Hugo. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, il fait chaud, mais moins chaud que la semaine dernière, donc écoute, on se porte plutôt bien. C'est chaud, comme tu le dis, c'est le début de l'été et justement, on va s'intéresser ce soir à une destination fétiche des vacanciers qui fait la une des journaux, mais justement pas pour cette raison-là, pas pour le début de la saison touristique, mais pour ses tourments financiers et économiques. La Grèce, donc. Les discussions se poursuivent avec les dirigeants de l'Union européenne, avec les créanciers également, après le référendum de dimanche dernier qui a vu le non encouragé par le gouvernement de Tsipras l'emporter assez largement. Alors comment en est-on arrivé à cette situation ? Comment va-t-on pouvoir s'en sortir ? Faut-il sauver la Grèce ? Ce sont les questions qu'on essaiera de répondre ce soir avec Marc et avec moi évidemment. Alors Marc, commençons évidemment par revenir sur la situation de ce pays. La République hellénique, la Grèce, en quelque sorte, peut-on résumer en quelques mots, en quelques minutes, la situation actuelle de la Grèce, je le répète, gouvernée par la Syriza et plus précisément par Tsipras. On va résumer, je ne prétends pas la résumer, je sais ce qui s'y passe un petit peu. Voilà, dire à peu près en quelques mots. On a en tête la crise de 10, qui a encore une fois alerté l'Europe, le Conseil de l'Europe, le gouvernement européen, qui ont pris cette dette, qui ont plutôt réussi, je pense, on en parlait jusqu'à maintenant. Donc ça avait l'air de marcher, un problème, c'est que il y a un problème d'impôts payés, il y a aussi Black là-bas, ça fait que quand vous prête de l'argent pour résorber une crise, plusieurs pays prêtent, etc. Donc vous essayez de combler cette dette, sauf qu'après il va falloir rembourser, comme beaucoup, il y a Black qui se fait, comme les impôts sont pas payés, donc comme évidemment ce n'est beaucoup de travail au Black qui se fait, du coup la TVA ne prend pas, les impôts sont difficilement payés. Donc voilà, on résume à peu près cette situation-là, d'autant plus que maintenant il y a une nouvelle phase qui se passe. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on voit à la télé en ce moment, il y a des gens qui retirent leur argent des banques, etc. Donc il y a un problème de retirer, parce qu'on sait que là, l'Europe retourne sur la Grèce, et en disant, écoutez, il va payer, ça va pas, etc. Il va falloir faire autre chose. Forcément, les gens retirent leur argent des banques. Oui, il y a une peur importante de la population grecque. Rappelons quand même qu'il y a en Grèce plus qu'ailleurs la pratique du paiement par espèce qui se fait, je crois, autour de 30% des échanges qui se font en espèces. Ça favorise évidemment les pratiques au black que tu soulignais déjà dans ton introduction. Le problème, pas le black, c'est pas le paiement liquide. Le problème, c'est évidemment que le paiement liquide, on ne s'est pas déclaré. Oui, vous n'avez pas de déclaration de facture, comme ça, donc ça échappe forcément. C'est un problème. Évidemment, voilà, c'est clair, c'est qu'un paiement par carte bleue est plus facilement traçable. Et ça nous rappelle évidemment le sujet de la discussion de la dernière fois, l'altercation entre Uber et les taxis, il rappelle également ces pratiques-là. Sur la Grèce, quelques chiffres peut-être importants à remettre sur la table, des données basiques, mais tout de même important. 312 milliards d'euros, c'est la somme de la dette. Le total de la dette grecque, et ça représente 177% PIB. Voilà. Il faut peut-être avoir ça en tête, justement, la dette en tête.
quand on parle aujourd'hui de restructuration de la dette, la manière dont cette dette pourrait être également rééchelonnée, elle pourrait être effacée, pourquoi pas. L'on voit ce scénario disparaître parce que l'on sait que le FMI n'est pas de ceux qui effacent les dettes. Mais il est important tout de même de voir que le FMI détient 21 milliards sur une dette de 312 milliards, donc c'est finalement assez peu si on peut dire, et c'est 75% de cette dette sont détenus par des États ou des créanciers publics suite à la restructuration de 2012. Voilà, une dette qui évolue aussi et une volonté de l'Union européenne de la prendre à bras-le-corps parce que c'est le FESF, donc le Fonds européen de stabilité financière, qui détient, détient 130 milliards de la dette, donc quasiment un tiers de celle-ci. Il y a une vraie volonté européenne, Marc, d'aller vers le bon sens et de, pourquoi pas, sauver la Grèce. Bah en fait, oui, dans ce sens-là, oui, il y a eu quand même un rassemblement européen qui a fait que, du coup, depuis cette première crise, je ne sais pas, tu as dit 2012, je pensais que c'était 2010, peut-être me suis trompé. Non, c'est la restructuration de la Grèce qui a eu lieu en 2012. Non, il y a eu un rassemblement, on a donné, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire que quand vous donnez, vous devez avoir des assurances que ce que vous donnez va être servi, c'est un petit peu comme en Afrique, quand vous aidez pour le développement et que ça finit dans les caisses de certains potentats, donc ça pose évidemment problème. Il n'y a pas une traçabilité exemplaire de tout ce qui est donné. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas une excellente traçabilité, et d'autre part, ce qui permettrait à la Grèce de pouvoir rembourser ce qui lui a été donné, ou prêter, parce que c'est un prêt en quelque sorte, eh bien, toutes ces pratiques-là, ne sont pas en place. Alors évidemment, étant donné que c'est 30% qui se passe au black, c'est pas tout aussi, il y a autre chose évidemment, mais il y a un vrai problème de données. En fait, c'est aussi le problème de données. Pas au black. Pas au black, en espèces, je précise. Oui, non, pardon. Mais bon, dans ces pratiques-là, il y a aussi celles qui sont 30%. Si on parle des 30% qui se passent en espèces, est-ce qu'on parle du black aussi? Parce qu'il y a peut-être des rééchelonnements à faire en fonction de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 30% qui se payent en liquide qu'il y a autant ou plus ou moins qui se passe au black. Oui, non, il faut bien faire la différence. Le black, évidemment, le principe du black, c'est que c'est pas traçable. Donc, dans ces 30%-là, tu peux avoir 20% qui peuvent échapper au fisc, plus celles qui sont pas déclarées en espèces et qui passent dans les caisses qui échappent aux caisses du fisc. Donc, c'est un problème. Mais le problème de l'Europe, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, on veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que on donne de l'argent pour restructurer un pays. Ok, très bien. Sauf qu'on s'assure pas derrière, et ça c'est le problème de l'Europe, on s'assure pas derrière que c'est bien, l'argent est bien mené, et sert bien les intérêts qui ont été déclarés comme étant nécessaires à combler. Donc c'est un vrai problème. Soit, c'est très simple, soit on fait une Europe des États conservateurs, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, on est unis, etc. Soit on fait une vraie Europe de l'économie, une vraie Europe du fédéralisme, et dans ce cas-là, il y aura une traçabilité. C'est ça aussi le problème. L'Europe, elle cuit entre deux chaises, si vous voulez. Il n'y a pas assez de ça ou il y a trop de ça. Il y a trop d'unification ou il n'y a pas assez d'unification. Il y a trop de liberté ou pas assez d'unification. C'est un vrai problème. On peut pas faire changer. Il faudrait une police des polices de l'Europe ou alors un gouvernement européen qui tracerait ça. Et évidemment, personne n'en veut, c'est évident. Pour l'instant, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain quelque chose comme ça. Donc, moi, donner oui. Mais si c'est donné en sachant très bien qu'on ne peut pas derrière contrôler convenablement, ça ne sert absolument à rien, surtout que c'est comme donner de l'argent à quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il ne pourra pas rembourser. Parce que c'est ça le principe. Plus on en donne, généralement, moins ça se règle ce problème. Donc évidemment, voilà. Et en plus, il y a le dernier problème, c'est que le Fonds monétaire international, le FMI, étant donné que c'est pas une banque, il n'y a pas forcément des taux d'intérêt. On donne de l'argent et puis il faut rembourser tant ce qu'on doit prêter. C'est un fonds, c'est pas une banque, donc il n'y a pas forcément de taux d'intérêt. Le problème de ces banques... Il y a quand même souvent des taux d'intérêt. Oui, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que là, moi, j'ai évacué un premier problème, ça peut en faire à partir d'un certain problème. Il peut y avoir des taux d'intérêt, bien évidemment, mais on peut prêter à taux zéro, ça existe. On a déjà vu ça. Donc, le deuxième truc, c'est que les organismes privés, etc., évidemment, c'est prêter à des taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous savez que déjà qu'un pays ne peut pas rembourser une dette. Vous allez lui prêter de l'argent, sachant très bien que, déjà, sans taux d'intérêt, il ne va pas pouvoir rembourser, mais en plus, avec les taux d'intérêt, il pourra encore moins rembourser. Ce qui fait qu'à un moment, il va pouvoir rembourser ce que vous lui avez prêté, mais avec les taux d'intérêt, ça va peut-être doubler, tripler, etc. Donc, il y a un vrai problème. Et il faut peut-être préciser aux auditeurs que le FMI fonctionne grâce aux dons des pays, les codes-parts des pays qui sont membres du FMI, parmi lesquels toutes les puissances que l'on peut connaître,
et parmi lesquels évidemment le Royaume-Uni qui, on le sait, est très frileux quand il s'agit de participer plus que mesure aux efforts au sein de l'Union européenne. Et donc on a vu notamment David Cameron très réticent quant à prêter davantage et avantageusement à la Grèce. Donc il y a aussi les jeux au sein de l'Union européenne qui se retrouvent au sein d'autres organisations, dont le FMI. Oui, mais les États-Unis. Enfin, moi, je pense que la Grande-Bretagne sur ce coup-là joue ce qu'il faut jouer, c'est-à-dire, voilà, le problème étant que si on savait pertinemment que ça pourrait être remboursable et remboursé, etc. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment cette organisation transeuropéenne qui fonctionnerait, on pourrait donner en sachant qu'on peut récupérer. Sauf que là, on donne à des pays qui certes sont dans l'Europe, mais qui ne fonctionnent pas dans les mêmes schémas socio-politiques ou économiques. Les pays ne fonctionnent pas de la même façon. Donc forcément, c'est comme si quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui était lié. Moi, par exemple, si j'avais un cousin, c'est évidemment cousin que je n'ai jamais vu, donc je suis lié parce que le sang c'est mon cousin, et je ne connais pas cette personne, je lui donner du fric. Et ben, faut pas s'étonner que si on connaît pas le pays et qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, comment la personne fonctionne, bon, on risque de ne pas retrouver son fric. Surtout qu'en plus c'est encore plus bizarre parce que depuis 2010 les problèmes sont connus. Depuis 2010, on sait le problème que la Grèce pose, on sait tous ces problèmes-là. Alors on prête encore de l'argent avec des taux d'intérêt et on dit améliorer tout, il va falloir régler ce problème-là. Évidemment que ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est vraiment le problème de l'Europe. C'est trop de liberté pour les pays, et d'un côté, on veut les bénéfices d'une unification totale, alors qu'on veut garder tous les pays européens veulent garder une certaine part de liberté nationale pour le coup. Donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire on peut pas réclamer les offrandes d'un système qui s'est totalement unifié en faisant tout pour qu'il soit pas unifié. C'est tout. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, libre à tout le monde. Les pays africains, pour ça, ont, je trouve, quelque chose qui est plus logique. Bon, ça ne fonctionne pas. Évidemment, économiquement, ça ne fonctionne pas parce qu'en même temps, il n'y a pas eu cette volonté-là non plus. Mais les pays africains ne sont pas liés par des trucs à l'européenne parce que tous les pays ont des problèmes de corruption, etc. Là, mettez une organisation, même pas des sociétés, même des organisations comme l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, etc. Les grands groupes qui sont connus, la CEDEAO, la CEMAC, etc. Voilà, il n'y a pas d'unification et nous, même quand on a une unification, ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne fonctionne pas. En parlant d'unification, peut-être peut-on maintenant s'intéresser à une sortie éventuelle de la Grèce et un éclatement total de ce semblant d'unification qu'est l'Union européenne. Quelles seraient les conséquences d'une sortie de la Grèce de la zone euro, mais surtout de l'Union européenne? Oui, de la zone euro, les deux peuvent être liés, parce que si on suit certains penseurs, enfin certaines idées, alors bon, on en a parlé, mais il y a l'article il y a l'Express qui a sorti un truc sur un numéro pardon, voilà, qui est consacré en première page sur la Grèce, et qui dit voilà, il faut relire Christopher Swing, etc., et qui nous dit si la Grèce sort de la zone euro, qui plus aide l'Europe, ça sera le retour aux nations, donc aux nationalistes, donc à la guerre. Donc forcément, si on parle comme ça, les conséquences peuvent être graves. Si on en suit chez parce qu'après, si la Grèce sort totalement et que l'Europe laisse totalement la Grèce toute seule et du coup ne l'aide plus, il va peut-être avoir un retournement avec la Russie ou avec d'autres pays. Moi, j'ai vu certains qui avaient totalement peur que la Grèce du coup soit un petit peu le port d'entrée non contrôlé vers l'Europe, si vous voulez. Ça serait un petit peu le Lampedusa façon île, si vous voulez. Comme c'est pas contrôlé, on passe tous par là et puis après on peut essayer de rejoindre par les pays qui sont limitrophes de la Grèce, etc. Donc il y a peut-être une peur aussi sur cette point de vue-là. Mais le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, raisonner comme ça me semble un peu léger, même si je pense qu'il y a de la vérité. Ça me semble léger parce que aujourd'hui, il y a une mondialisation politique, une mondialisation peut-être diplomatique, on essaie de tout régler par la diplomatie. Bon, ça marche pas tout le temps, mais on essaie de tout régler par la diplomatie, par des politiques, par des rencontres, etc. Donc moi, personnellement, je dirais que revoir des crises aujourd'hui, des guerres qui se passeraient entre vieilles nations, pour moi, ça ne peut pas exister. Encore aujourd'hui avec le système dans lequel on vit, parce qu'il y a une espèce de consensus diplomatique qui est toujours qu'on essaie de trouver. Et voilà, la guerre. De toute façon, la guerre aujourd'hui la guerre sera nucléaire ou ne sera pas. Et si elle est nucléaire, vous doutez bien que là, on peut s'attendre à la fin du monde. C'est pas être apocalyptique de dire ça. C'est-à-dire que si on tape tous à coup de bombe atomique,
évidemment, voilà. Il y a ce rempart du nucléaire qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas aller vers les guerres. On ne peut pas aller vers des guerres, parce que ça serait une folie. Là, ça serait vraiment la fin du monde. Donc quel risque réel finalement quel risque réel si on ne va pas vers la guerre? Mon avis, c'est si on ne va pas vers cette guerre, je dirais, de nation contre nation. Moi, je vois plusieurs risques. Donc, j'ai dit le problème peut-être des migrations. Oui. Cette nouvelle banque, avec l'Ukraine à l'époque, qui essayait de rentrer en Europe, etc. Quand il y a eu la Coupe du Monde, je sais que ça l'a en tête aussi. On voit bien qu'il y avait un problème de migration, qui du coup était moins contrôlé. C'était un petit peu difficile. On avait peur, en tout cas, que les migrants arrivent en Europe par le biais de l'Ukraine. Oui, plus exactement pendant l'Euro 2008. voilà, C'est ça, entre ouais, l'Ukraine et Pologne. Pour être tout à fait clair. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de contrôle. Je pense que si aujourd'hui la Grèce sort de l'Europe, il y aura la Grèce sera le nouvel Lampedusa de la Méditerranée. Donc pour moi c'est un problème parce qu'évidemment comme il n'y aura pas d'aide, il va aussi y avoir un rapprochement avec la Russie, ce qui en avis déplaire, je pense, à certains pays d'Europe de l'Ouest qui du coup vont essayer de faire peut-être de l'embargo, je ne sais pas, puisque c'est la grande mode aujourd'hui de faire de l'embargo avec la Russie. Donc il y aura ce problème aussi de rapprochement géopolitique. Alors après, le rapprochement géopolitique, on peut l'élargir, je n'ai pas des données, mais un pays qui est enclavé, peut-être soumis à un embargo, ou même exclu d'une zone et qui du coup charge les alliés. Un pays qui est seul charge les alliés. C'est comme quand on est tout seul et qu'on n'a pas d'amis, on charge les amis, c'est normal. Et les premiers qui seront intéressés, ce sont ceux qui voudront peut-être avoir une branche avec le continent, qui seront limitrophes avec le continent européen. Donc c'est un premier point. Après les autres risques, voilà, ça peut être une corruption encore plus grande, etc. Mais le point le plus grave, ça serait sûrement celui-ci, c'est que déjà avec l'Europe, la Grèce n'arrive pas à combler son déficit. Le gouvernement ment. Enfin là, bon, on essaie de trouver des solutions, mais le gouvernement ment, c'est-à-dire que il faut bien savoir à la tête que les guerres qui peuvent être internes à un pays, alors je ne parle pas de guerre civile, je parle des guerres qui peuvent être internes à un pays, sont souvent causées par des problèmes socio-économiques, surtout dans des pays qui sont individualistes comme en Europe du Nord, comme dans les pays du Nord, en Europe. Donc forcément, si le peuple devient pauvre et du coup n'a pas les recettes de ce qu'il fait, il peut y avoir des crises à l'intérieur de la Grèce. C'est évident. Je pense que c'est évident. Oui, et on voit par ailleurs, excuse-moi de te couper, une Grèce très divisée. Il y a des grosses tensions. On l'a vu notamment autour du référendum qui a eu lieu. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Une Europe déjà, mais surtout une Grèce ultra divisée sur ces questions-là, de savoir si déjà on doit suivre toujours Tsipras ou non, si on doit justement se couper de l'Union européenne et des contraintes qui lui sont liées. Il y a peut-être un risque de guerre interne, comme tu le disais. Oui, je pense avant tout à la guerre interne. Ou du coup une guerre presque civile si la division est trop forte. Si la division est forte, oui. Je ne sais pas si ça opposerait entre pro-européens et pro-nation grecque. Enfin, je sais pas si ça. Je connais pas bien la Grèce. J'ai fait mon tourisme comme tout le monde. Enfin, peut-être pas comme tout le monde, mais comme certains. Comme beaucoup, en tout cas. Je la connais pas très très bien. Mais le problème de la Grèce, c'est que je vous ai dit, une sortie de l'Europe, ça veut dire aussi une sortie peut-être du tourisme. On en parlait, donc c'est peut-être une sortie du tourisme. Parce que là, c'est facile, on y va facilement, on est dans l'Europe, on n'a pas peur, donc voilà. On paye en euros. On paye en euros, on est tranquille, etc. Donc oui, voilà. Là, il va y avoir, à mon avis, une baisse du tourisme, c'est évident. C'est évident, surtout qu'en plus, s'il y a des problèmes socio-économiques qui se posent, quelqu'un imbécile de touriste irait foutre les pieds là-bas en sachant que c'est le bordel. Il faut parler avec des mots clairs. Donc ça, c'est un premier truc. Donc oui, moi je crains une guerre interne qui aura un ferment socio-économique. C'est obligé parce que si les inégalités s'en vont et puis que les gens se sentent complètement bafoués par les gouvernements avec l'argent, tu sais pas où il demande où il y aura forcément une guerre interne. Et après, cette guerre interne peut dégénérer avec des conflits géopolitiques. Mais je pense que là, on ira. C'est ça, je ne veux pas avoir un discours un peu décadentiste, mais là, il faut bien se dire, c'est pour ça que je dis, avec cette idée de guerre et de guerre mondiale, etc., je suis très nuancé, je n'y crois pas, parce qu'aujourd'hui, la Grèce a dit non à quoi? Elle a dit non à un traité de rigueur budgétaire, en gros. Je résume, je pense assez très très vite, je résume, elle a dit non à cette façon de régler le problème grec. Elle n'a pas dit non à l'Europe. Elle n'a pas dit non, elle a dit non à la rigueur européenne. Je pense que beaucoup, aujourd'hui, comme Mélenchon,
en France sont contre la rigueur budgétaire. Mais on leur dirait de sortir de l'Europe, je suis pas sûr qu'autant que tel ils le feront. Donc voilà, en fait c'est ça aussi le problème, c'est qu'on se sent tous européens, mais on n'est pas d'accord avec la rigueur budgétaire imposée par cette identité supranationale qui est l'Europe. Voilà, donc n'allons pas trop vite. Le référendum a dit non, le peuple grec a dit non en majorité à un traité de rigueur budgétaire. Donc elle n'a pas dit non à l'Europe, elle n'a pas dit non à l'euro. Forcément, je veux dire, ce choix est logique. Quand vous avez des pratiques, justement, que tu disais, le paiement liquide, le black, etc., tout ce qui est échappe au fisc, les taxes qui ne sont pas la TVA, etc., quand on va vous dire, bon, aujourd'hui l'Europe arrive, elle va virer toutes vos petits bisbilles, c'est comme si on avait fait qu'on disait ça, mais même dans une organisation supranationale, il rirait. Il dirait oui comme ça, faut pas dire. Mais il se foutrait de la gueule, il se foutrait de ceux qui proposent ça. Donc c'est normal, tu peux pas changer une politique sans changer les mentalités. Je crois que c'était Mitterrand qui disait des phrases un peu comme ça. Je sais pas, on pourra pas changer le monde sans changer les mentalités. Tu peux pas imposer à quelque chose. Ils sont bien dans leur petit, peut-être pour certains, ils sont très bien à faire du black. Et donc forcément, voilà, c'est un petit peu comme si tu t'avais, toi, à titre personnel, Hugo, tu avais une habitude de faire ça qui n'était pas forcément légal, mais qui causait rien de mal, si vous voulez faire un peu d'argent comme ça, etc. Et que demain, tu as quelqu'un que tu ressens qui est hors de toi, qui n'est pas de chez toi, et qui vient te dire non. Maintenant, c'est comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On me demande si tu es d'accord avec toi, bah, tu vas dire non. Donc voilà. Mais c'est quand même une pratique contre laquelle il faut lutter, cette pratique oui, mais de l'illégal. On ne pourra jamais lutter contre ces pratiques. Il y a C'est pas la TVA notamment, c'est une des mesures qui a été prise. Non, mais si c'est le gouvernement qui propose ça, oui, mais la Grèce dira oui. non, mais écoute-moi juste deux secondes sur la TVA notamment. C'est un des exemples de taxes. Ils ont décidé d'augmenter la TVA seulement, uniquement 60% de la TVA et arrive jusqu'aux caisses de l'État. Donc il y a 40% qui, comme tu le dis, voilà, volent dans l'air, disparaissent par ce marché parallèle-là. Donc c'est un vrai problème aussi pour l'État grec. Ah oui, je suis d'accord, mais c'est un petit peu l'idée de... Je pense que ce qui est refusé, c'est le fait de dire c'est bon, l'Europe, elle nous impose trop de trucs, on en a marre un petit peu, laissez-nous faire. Je pense que si le gouvernement de Tsipras avait intérêt à amener ça d'un point de vue national, en disant nous allons régler ça, ça serait bien d'avoir un traité qui dit bon, bah, l'Europe vous laisse tant de temps, et essayez de régler ce problème-là, faites-le tout seul, et si ça ne va pas, on reviendra vers vous. Je pense que là, ça serait moins dur pour les pays qui... Parce que voilà, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les populations se disent oui, bah, l'Europe, c'est à cause de l'Europe qu'il y a ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause de l'Europe. C'est un petit peu facile de dire ça. Donc c'est pour ça que le référendum a majoritaire voté non. Il y a eu une espèce de pub anti-européenne en disant bah, l'Europe c'est la rigueur, l'Europe c'est la rigueur, l'Europe c'est la rigueur. L'Europe veut nous imposer des choses contre notre volonté à nous. Voilà le référendum. Donc forcément il y a ça. Je pense que si c'est le Tsipras qui a été un petit peu le leader et qui est vu un petit peu comme le Messie pour certains en Grèce, si c'est lui qui l'amène doucement en disant non, voilà, même à titre même pas pour dire on va faire comme l'Europe veut, dire non, il faut que ça marche, il faut que notre pays marche, et du coup après l'Europe nous suivra. Mais il faut amener la résolution des crises comme ça par la nation, par le gouvernement de la nation. Et ça c'est difficile. Ça c'est difficile parce qu'on a encore à l'image des espèces d'hommes politiques qui sont voilà, au-dessus de tout et qui ne prennent pas en compte le peuple. Et peut-être pas Tsipras, justement, c'est peut-être le contre-exemple. Mais, donc un renoncement à l'Union européenne en quelque sorte. Non, je dis qu'il faut amener le gouvernement grec à faire. Enfin, il faudrait que le gouvernement grec prenne ce problème à lui-même et fasse croire et même démontre que c'est lui qui règle le problème et qui ne suit pas les ordres de Bruxelles. D'essayer de dire c'est nous qui réglons notre problème parce que notre pays ne va pas bien et du coup, à titre personnel, il faut le régler. Et du coup, si nous réglons ce problème-là, du coup, l'Europe suivra. Et nous serons prêts. Voilà, c'est-à-dire c'est ça le problème. C'est pas forcément vrai que ce soit l'Europe qui impose des choses. C'est-à-dire que les gens, à mon avis, perçoivent ça comme ça, en disant l'Europe, la budget, la rigueur, etc. Mais c'est aussi largement le cas. Quand on voit qui détient la dette, c'est aussi ces personnes-là, on l'a dit, le FMI, la Banque centrale, le FESF et d'autres. Ceux-là détiennent la dette de la Grèce, et détiennent aussi la Grèce. Oui. Donc la pousse à mener ces réformes-là. Je suis d'accord avec toi, mais il faut amener les résolutions, je l'ai dit, d'un point de vue national et d'une envie nationale.
Ça ne peut pas fonctionner sinon, parce que chaque fois que, regarde, même nous, quand on a eu droit au Maastricht, etc., et tout ce bling-bling, ou même quand on a dit, bah, va falloir faire attention, dès que l'Allemagne nous dit des choses qu'il faut faire attention, ou Bruxelles nous dit des choses, ah, l'Europe, t'as vu, nous impose encore ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on se sent pas encore, on se sent européen humainement, on se sent pas européen politiquement. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, bah, à titre personnel, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et je pense que c'est peut-être pareil pour les Grecs, qui plus est, qui sont dans une crise depuis 2010, donc, et peut-être avant, parce que la crise, on l'a découverte en 2010, mais elle était là avant. Ce serait donc plus une idée, plus philosophique que pragmatique finalement, Ah oui, l'Europe. Oui, bien évidemment, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de démocratie en Europe. Le système démocratique européen ne fonctionne pas comme une démocratie. Alors, est-ce que vous avez un parlement qui fait des corps? On va y revenir dans 2 petites secondes. Mais tu me posais cette question. Il y a un manque de volonté d'unification. C'est aussi ça. C'est ça le problème, je dis, c'est que on laisse trop de liberté à l'État alors qu'on veut les fruits de l'unité. On veut les fruits de l'unité européenne. Et aucun pays n'est prêt à lâcher son pouvoir national en tant que tel. Aucun pays n'a envie de faire une unification et de dire bah, on appartient à l'État européen, à l'État des États-Unis, aux États-Unis d'Europe, voilà, pour reprendre des termes un petit peu de la grande période des années 20. Ouais, de Victor Hugo aussi. Victor Hugo aussi, mais là je pensais à, comment il s'appelait, qui était la Société des Nations, un grand monsieur, Aristide Briand, voilà, qui disait ça, qui dit qu'il faut aller faire le fédéralisme des États-Unis d'Europe. Alors, à l'époque, si je me souviens bien, ministre des Affaires étrangères français. Ça, et qui était, souviens-toi, à la Société des Nations, qui a fait des grands discours pacifistes et qui était contre la guerre, plus jamais ça, etc. Donc voilà, c'est un grand monsieur qui a déjà dans les années 20 pensé ça, si tu veux. Et je pense que il faut arrêter d'avoir le cul entre deux chaises. Soit on décide d'être purement lié par des traités et que l'économie se fasse localement, je veux dire nationalement, attention, et voilà, qui est ça, soit on va vers l'unité, vers les États-Unis d'Europe, et donc on pourra contrôler, on pourra savoir d'où vient l'argent. Donc moi, entre avoir, soit, parce qu'avoir le cul entre deux chaises, c'est un vrai problème, parce que on se plaint d'avoir une BCE qui nous donne de l'argent, mais si on n'était pas unis et que politiquement, économiquement, on se démerdait chacun de notre côté, on aurait des banques privées qui nous prêteraient de l'argent, et ça serait le même problème. Donc que ce soit l'Europe ou que ce soit des organismes privés, bon, la BCE c'est privé, mais c'est des banques privées bien évidemment, mais là c'est plutôt l'image d'une banque européenne et qui fonctionne comme ça. Donc non, l'Europe n'est Europe que parce que des traités la font, et parce que l'identité, on se sent maintenant européen, on se sent d'abord français ou anglais ou allemand avant d'être européen, mais on se dit finalement voilà, c'est l'Europe, c'est notre continent, on est là, on est dedans, on est lié, mais on n'est pas d'accord pour que chaque autre pays nous impose des choses d'en haut, si tu veux, politiquement, économiquement, etc. Donc il faut décider, et ça serait l'objet d'un grand référendum européen. Est-ce que vous voulez du fédéralisme européen pour aller justement contrer ces effets pervers et du coup pas se plaindre de ne pas avoir les fruits de l'unité, ou est-ce que vous voulez qu'on abroge ce système d'auto-indépendance financière et de prêts à échange, et on est unis par des traités, on se promet de ne pas se faire la guerre, etc. C'est ça aussi les grandes idées de l'Europe. Donc il faudrait faire un grand référendum là-dessus. Alors, tu parles de grand référendum, on va parler dans un instant du, entre guillemets, petit référendum qui a eu lieu dimanche dernier, et s'interroger également sur la démocratie en Europe. Mais avant ça, j'aimerais te poser la question suivante. Ne penses-tu pas qu'aller vers une Europe fédérale, unie, pleine d'une traçabilité efficace et de traités également, amènerait à éjecter de cette union-là les mauvais élèves tels la Grèce ou l'Espagne? Avec les traités Non, avec cette Europe plus intégrée, plus performante aussi. Non, justement, si on est unis, on est unis. Ça veut dire que on peut à peu près tout se permettre, façon de parler. L'unité voudrait dire qu'on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvais élèves, parce qu'il y aurait une police, des polices. Une police européenne qui dit non, l'unité c'est ça, vous vous y pliez ou non. Alors après, j'entends bien ta question de dire est-ce que si on propose ça, est-ce que certains pays ne seront pas tentés de dégager? J'entends bien ta question. Là, c'est un petit peu difficile.
Là, j'ai pas de réponse. C'est vrai que c'est une question assez intéressante que tu poses, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir des réponses parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays européens ne survivent que parce qu'il y a des échanges économiques à l'intérieur même de l'Europe. Beaucoup d'économies se font à l'intérieur même de l'Europe. Et l'Europe en tant que telle fait beaucoup de commerce avec le monde entier. Et donc, je pense qu'aucun pays aujourd'hui n'aurait intérêt à partir de l'Europe. Voilà, je pense que voilà, vraiment aucun pays n'aurait intérêt à partir de l'Europe parce que finalement c'est bon, on se plaint des rigueurs budgétaires, mais on est bien content des fois de trouver l'Europe pour certaines choses. Non, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est d'avoir le cul entre deux chaises, c'est d'avoir un système qui sait pas très bien ce qu'il veut. On a l'impression que c'est l'économie qui domine l'Europe, ce qui est vrai pour le coup. Ce qui est vrai. On voit bien que c'est pas la démocratie ou la politique qui domine l'Europe, c'est l'économie. Et qu'est-ce qui fait lien entre les pays, c'est l'économie. Donc forcément, quand ça va mal avec les pays, c'est ça. Comme l'économie domine, forcément, quand il y a un problème avec un pays, bah, c'est le politique qui prend, alors que c'est l'économie qui vient poser ce problème-là. C'est vraiment le problème. Donc économie, problème, donc politique, parce que l'économie est liée aux politiques en Europe, c'est évident. Et l'économie domine le politique, et c'est ça qui va poser problème. Donc moi, j'ai pas de programme politique en disant il faut faire ci, ça. Je pense qu'il faudrait proposer au peuple ce qu'ils veulent, de voir ce qui est possible de faire, et de proposer ça sérieusement, et de se dire, voilà les conséquences que ça peut avoir, voilà les bénéfices que vous pouvez escompter si vous sortez de l'Europe. À vous de choisir, et je pense que tout le monde se ralliera pour des raisons diplomatiques ou de bisbilles entre politiciens. Il n'y a pas une volonté de sortir. On veut dire que moi, c'est vrai que moi le système européen me dérange beaucoup. Je suis contre. Je trouve ça quand on dit que c'est une petite élite qui tient le tout, oligarchie qui tient le tout. Il n'y a pas de discussion. Politiquement, ce n'est pas une démocratie. Surtout pas le système européen n'est pas démocratique en tant que tel. Donc forcément, je m'oppose à ça. Mais je serais curieux de savoir si dans tous les gens qui disent ce que je dis, combien seraient prêts à sortir vraiment de l'Europe en sachant les conséquences. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de mains levées, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens savent aujourd'hui ce que ça fait. Donc mieux vaut une instabilité économique et une révolte, oui, les grands dominent, etc., qu'avoir peut-être vivre chacun de son côté, on vit bien finalement, il faut être franc, je veux dire, on est bien content aujourd'hui, on peut critiquer le système européen, il faut le critiquer, mais on est bien content de pouvoir se déplacer quand on veut, on est bien content de pouvoir faire du commerce entre pays, on est bien content d'avoir une stabilité diplomatique et même politique dans le sens où il n'y a pas de conflit. C'est l'ère de la diplomatie, c'est l'ère de la non-guerre, c'est l'ère de... En tout cas en Europe, je parle évidemment. Vous voyez quelques problèmes avec la Russie et la Crimée. Mais bon, ça c'est les pays de l'Est. On n'a pas la même philosophie qu'eux. Les pays de l'Ouest n'ont pas la même philosophie que les pays de l'Est. C'est, je pense, évident, enfin pour certains du moins. Donc voilà, c'est bien beau de vouloir la révolution, entre guillemets, mais il ne faut pas s'attendre après, il ne faut pas crier après pour dire c'était mieux avant. Donc voilà. Donc voilà, des fois il vaut mieux vivre un petit peu soumis que de vivre totalement soumis par quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. Et là je pense aux guerres, et je pense aux altercations entre pays pour des raisons qui peuvent être n'importe lesquelles, parce que s'il n'y a plus de gouvernement unifié, ça va poser problème. Justement, tu parlais de l'absence ou de la faillite démocratique dans l'Union européenne. J'allais justement évoquer le sujet. Est-ce qu'on a parlé un petit peu du référendum qui a eu lieu dimanche dernier au cours de cette émission, mais certains se sont placés en grands défenseurs de ce référendum comme seul et unique moyen d'expression de la démocratie dans une Europe donc où ce système politique a failli. Penses-tu, toi, que le référendum qui a eu lieu a été vraiment démocratique ? Et est-ce là le moyen de rendre l'Europe plus démocratique et de la sauver peut-être ? Je sais que ce sont des sujets qui seuls peuvent durer des heures et des heures. Oui, c'est démocratique. Qu'est-ce qu'un référendum ? C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide oui ou non. Alors on voit très bien que même en France ça ne marche pas. Avec 2005 et 2007, hop, vous ne voulez pas de ce traité européen, hop, on change de virgule et hop, vous l'aurez quand même en 2007 et voilà. Donc on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Ça c'est le traité d'Athènes. Le traité de Lisbonne. Je parle de Lisbonne. Donc on voit très bien que même quand un référendum est refusé... Oui, non, c'était juste pour apporter, Lisbonne, excusez-moi. Voilà. Pour les auditeurs, le peuple français qui refuse
le traité qu'on lui soumet par référendum, au même titre que les Néerlandais par ailleurs, et Nicolas Sarkozy en 2007 l'impose en changeant quelques virgules, comme tu dis, Ouais. quelques lignes, et puis Voilà, vous l'aurez le passe de force. mangez-le, et puis c'est comme ça que ça se passe. C'est un petit peu ça. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a des, excusez-moi le mot, mais il y a quand même des salopards qui ne respectent pas ça. Et de toute façon, toute la famille politique de cet homme-là est décrédibilisée à jamais. Hein. Quand on vote un traité et quand on vote non à un traité et qu'on l'impose après en changeant 2-3 virgules, faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà, là il y a raison de se révolter. Non mais il faut être franc. Donc moi le référendum, je trouve ça démocratique. Je trouve ça démocratique parce que c'est le peuple qui décide. Le problème que pose le référendum, et c'est là où je suis un petit peu mitigé, c'est que franchement, qui sur tous les électeurs grecs ont lu exactement ou ont compris ce qui était proposé par le traité qui était en train d'être voté? C'est bien beau les référendums. Moi je pense que je trouve ça merveilleux, mais il faut que tout le monde ait conscience et une conscience politique. Attention, je ne parle pas du politique, la gauche oppose à la droite. Non, une vraie conscience citoyenne, en disant qu'il faut s'intéresser à certains pays. C'est nous qui devons avancer. C'est-à-dire que le référendum ne peut fonctionner qu'avec des gens qui pensent la politique et qui veulent la penser, qui veulent la faire. Donc c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, on va proposer. C'est bien beau de proposer, c'est bien beau, mais qui comprend? Alors il suffit d'avoir quelques démagogues. Ou plus, j'aime pas cela. Oui, si, quelques démagogues, c'est même pas le mot, mais parce que démagogue, c'est plus des gens qui flattent le peuple en disant bah, c'est ça, le vrai démagogue, c'est quelqu'un qui va arriver, qui va dire bah, payez pas vos impôts. Voilà, c'est ça le vrai démagogue. Donc on n'est pas vraiment là-dedans. Mais il suffit il suffit de jouer avec ça. Dire que je sais pas ce que tu en penses, Hugo. C'est une vraie question sur ce coup-là, mais le référendum ne peut fonctionner que s'il y a une vraie compréhension et que si on laisse les gens comprendre ce dont il s'agit. Alors par exemple pour le mariage pour tous, pas difficile quand même. Hein. Est-ce que vous êtes pour le mariage des homosexuels? Oui ou non? C'est comme un QCM, c'est facile à répondre, oui ou non. C'est pas une question qui demande d'avoir des connaissances budgétaires ou économiques. Oui, mais il y a aussi, ça quand même, ça demande certaines connaissances sur des questions, je dirais psychologiques et sociologiques aussi. Après, peut-être que c'est plus accessible que ces questions économiques et financières qui ont été posées aux Grecs dimanche dernier. De préciser d'ailleurs que pour le référendum grec, il y a eu une précipitation insensée, puisque le référendum a été annoncé 10 jours à l'avance, pas vraiment préparé. Du coup, comment, pour les citoyens, pour ceux d'ailleurs qui sont occupés, qui travaillent, qui ont leur vie, comment préparer ces questions-là, si ce n'est par toute la propagande politique autour du oui et du non. Voilà, et comment se situer indépendamment? C'est très difficile. C'est pour ça que personnellement, je ne trouve pas ça vraiment démocratique. Quand tu vois la précipitation, ce n'est pas un débat serein finalement. Je suis d'accord avec toi. Je te dis, moi c'est pour ça que je te dis, quand il y a un référendum qui se passe, il ne doit pas y avoir de discours qui viennent d'ailleurs des politiques. Il doit y avoir des spécialistes non politisés qui doivent expliquer. Mais si, non, mais tu peux pas. Oui, mais c'est très bien parce que ma réaction que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais ma mouche sceptique, c'est surtout de voir déjà quels experts sont indépendants. C'est facile. C'est très compliqué quand je voyais par exemple Dominique Régnier qui continue d'être invité assez dans l'air, par exemple, alors qu'il est investi pour l'UMP aux élections régionales notamment. Oui, donc on voit que c'est parfois difficile de ne pas, même si l'expert n'est pas encarté, il est situé, il est placé sur l'échiquier politique, quelque part ou ailleurs. Il peut y avoir même il peut y avoir de la propagande, même si ce ne sont pas des personnes qui sont politisées. Je suis d'accord avec toi. Il peut y avoir des affiliations, c'est évident. Mais pour des questions, là on parlait justement, il y a eu une précipitation terrible. Les gens ont décidé plus parce qu'on leur disait ce qu'était le traité, plus que parce qu'ils avaient lu sur le traité. Je pense que c'est évident. C'est pour comprendre le charabia diplomatique de ces traités. Évidemment, il y a un vrai problème. Hein. Regarde quand on était au Pimoun. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Il y avait dans les résolutions, c'est très difficile de les comprendre, ce qui se passe, etc. Donc, moi je dis que sur des vraies questions, pour le mariage pour tous, c'était facile. Il y a des questions où ça aurait fallu le faire parce que ce sont des questions qui concernent tout un chacun.
Beaucoup des gens se marient, bon, le divorce aussi, attention. Mais ce sont des gens qui ont pratique de ça, qui ont pratique du mariage, qui, entre guillemets, font ce qu'est le mariage aujourd'hui. Bon, alors, pas dans les codes religieux du XVe siècle, mais en tout cas, qui font le mariage, qui pratiquent le mariage et qui, du coup, détiennent, entre guillemets, le mariage. Donc, je pense qu'il faut quand même demander aux gens qui y croient ou aux gens qui sont là, si aujourd'hui ils sont d'accord pour ouvrir ce débat et de faire un référendum sur le mariage homosexuel. Ça, c'est quand même pas difficile de trancher, je veux dire, d'avoir une lecture claire et de dire oui ou non. Oui ou non, alors après, c'est comme des résolutions. Si on dit non, peut-être qu'il faut voir d'autres choses. Est-ce qu'on peut appeler ça autrement? Est-ce qu'on peut garantir les mêmes droits sans appeler mariage, sans passer à l'église? Enfin voilà, bon, pas passer à l'église évidemment. Mais il faut des vraies Pas questions. encore. Voilà, en fait, ça devrait fonctionner les référendums un peu comme des résolutions. Projet de résolution, oui, non. Si ça va pas, bah, on va changer. Si c'est toujours pas au bout de X fois, bah, ok. Mais dans ce cas-là, comment choisir les sujets sur lesquels c'est ça le problème. le peuple sera amené à voter? C'est la question que je redoutais. C'est-à-dire que toutes les questions sociétales, il faut les poser, c'est évident. Est-ce que vous êtes pour la GPA? Est-ce que vous êtes pour ci? Parce que ça touche la conscience des gens, ça touche la représentation des gens. Et ça, on peut leur dire des choses pendant 3 heures. S'ils ont dans leur représentation c'est ça, ou si dans leur conscience c'est ça, on peut pas les faire changer. C'est très difficile. À mon avis, c'est pendant 2-3 coups de baguette magique qu'on fait changer la vision des gens. Et même des fois, les gens ont les moyens de penser ce qu'ils pensent. Donc évidemment, ils ont peut-être des fois raison. Mais les gens ne sont pas forcément informés. Tu dis Non, mais sur la GPA, tu dis la gestation par autrui. Oui. Voilà, c'est comme si j'allais voir quelqu'un, est-ce que vous nouez votre ventre entre guillemets et puis j'ai mon enfant. Ou même pour l'adoption pour les couples homosexuels, c'est pas des questions qui demandent. Étant donné qu'il y a une majorité d'hétérosexuels, il faut, et puis tous les hétérosexuels ne sont pas contre ça, donc je veux dire, il y a moyen d'avoir un débat et d'avoir un référendum sur ces questions-là. Est-ce que vous êtes pour la gestion pour autrui? Moi je suis pas pour la gestion pour autrui, pour même les couples hétéros. Donc je vais te dire, c'est pas pour les homosexuels que je vais dire oui. Si je suis déjà contre pour les hétéros, je vais pas dire oui pour. Je trouve ça, moi, c'est des questions de représentation, hein. Mais moi je considère pas qu'on peut louer le corps d'une femme. Bon après c'est peut-être voilà, on peut le faire médicalement, peut-être, d'accord, je suis d'accord avec vous. Pour moi, ça ne doit pas exister déjà, voilà. Après, c'est comme ça. Je veux dire, bon, après, chacun son avis. Donc les questions sociétales sont à poser. Les questions sociétales sont évidemment à poser. Peuple. Bah, oui, évidemment, à poser à tout. Bah, ouais, au peuple. Enfin, j'aime pas ce terme, mais bon, au français, Donc d'autres questions peut-être. D'autres questions, je pense que quand ça touche des traités aussi grands que les traités budgétaires comme ça devrait être demandé au peuple si vous êtes prêt à faire de la rigueur, à faire ci, ça, etc. Ça doit être posé au peuple. Mais ça doit être posé au peuple avec une connaissance du sujet. C'est là où c'est la limite de ce que je dis. C'est que comment on informe, comment on fait connaître le sujet aux gens, comment on peut pas les éduquer, ce serait terrible, mais comment on peut leur informer. Les informer sans faire de propagande. C'est ça le grand problème du référendum. Pour les questions autres que les questions sociétales. Et encore, dans les questions sociétales, il y a quand même eu un bon débat entre voilà, on n'est plus chrétien, donc voilà, on a le droit, égalité, fraternité, etc., etc. On peut pas faire de la politique avec des grands termes comme ça. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et sur des traités comme ça, il faut avoir des référendums, il faudrait organiser ça. C'est pas justement que je disais 10 jours que tu peux connaître un sujet comme ça. C'est-à-dire que c'est présenté à la hache, quoi. Est-ce que vous êtes pour la rigueur de l'Europe? Oui, non. Quel imbécile va dire, enfin, si, il y en a qui l'ont dit, mais quel peuple va dire en majorité, oui, je suis pour la rigueur? Non, ça peut pas se penser comme ça. C'est-à-dire que c'est ça le problème aussi de la Grèce, c'est que ça a été présenté comme ça. Donc, ça ne va pas. Il faut avoir les clés de compréhension d'un sujet. Moi, je les ai pas. Je pense que peut-être toi aussi, pour un bon nombre de sujets, on les a pas. Mais je serais intéressé d'avoir cette conscience-là, de pouvoir être informé, même éduqué à ces sujets-là. Je pense qu'on a les moyens de le faire. Mais il y a peut-être aussi une volonté des gouvernements de nous maintenir dans le manque d'information aussi, parce que comme ça on peut faire passer des choses, c'est qu'un traité, vous inquiétez pas, puis derrière on peut enquiller et faire ce qu'on veut. Donc c'est un vrai débat. Et donc là tu es en train de me perdre du coup, parce que là je m'embrouille dans mes termes. Non, mais ce qu'il faut retenir avant de conclure cette émission peut-être, pas de pub avant la fin, s'il vous plaît. Restons sérieux. Hein. Nicolas qui veut m'interrompre comme ça. Nicolas, reste à ta place. Oui, pour conclure cette émission, peut-être, je voyais le propos, se tenir informé le maximum. C'est ça que le fin mot de l'histoire, la ligne rouge de ton discours, c'était ça. Voilà, se tenir informé pour pouvoir
aussi avoir un avis critique sur tous les sujets, qu'ils soient économiques ou de société, et voilà, pouvoir avoir une distance critique. Et là, au moins, les peuples passeront citoyens. Parce que là, on va dire le peuple ne sait pas. On a des grandes phrases comme ça. Aujourd'hui, si on était informé, on cherchait à s'informer, on passerait de peuple à citoyen en tant que tel, vraiment. Parce que citoyen participe à la vie de la cité. Et c'est ça, pour moi, la vraie. On n'est pas des citoyens de papier. On n'est pas des citoyens en tant que tel, je pense. Et c'est ça qui nous manque. Parce que c'est bien beau de critiquer ceux qui viennent d'en haut, mais si on n'a pas les moyens de les remplacer, ou d'expliquer, ou d'avoir les raisons raisons de penser ce qu'on pense, et du coup de vouloir changer quelques trucs, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas dire on est contre l'Europe, c'est comme ceux qui vous disent oh l'Europe c'est du fascisme. Pourquoi? Et quand on discute, aucune connaissance du sujet, très difficile de discuter avec eux, parce qu'ils ont des grandes notions comme ça. Non, il faut que la raison avec un grand R revienne, et que les peuples deviennent citoyens en tant que tels. Donc pour une Europe citoyenne, laissons la parole à Nicolas. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Et voilà, merci Nicolas. Tout ça pour dire que vous pouvez évidemment réagir à cette émission sur les réseaux sociaux et via notre adresse email. Tous les avis sont bienvenus évidemment et seront redébattus à la fois sur la toile et en studio. Qui le veut est le bienvenu dans ces studios. On finit tranquillement l'année, on reviendra évidemment à la rentrée avec de nouveaux sujets, avec une nouvelle énergie et puis sûrement une nouvelle toile de fond. Merci Marc pour cette émission, merci beaucoup. Et on se retrouve, j'imagine et j'espère, la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine, un très bon week-end. Bisous.